bâton de Moïse. Dans la Bible, il est à l'origine de nombreux prodiges. C'est un instrument rituel très puissant. Moïse subjugue le pharaon quand il change son bâton en serpent sous ses yeux. Mais c'est aussi l'une des premières armes de destruction massive de l'histoire. C'est avec son bâton que Moïse inflige à l'Égypte 4 des 10 plaies bibliques. Il est l'instrument de la puissance divine. Qu'il ouvre les eaux de la mer Rouge et engloutit l'armée de Pharaon. Mais qu'est-il advenu de ce bâton aux pouvoirs immenses? Un homme croit détenir la réponse. Le bâton de Moïse est l'objet le plus puissant de l'histoire. Il affirme qu'il aurait traversé plusieurs cités antiques et fait le tour du monde moderne. Il aurait même survécu au naufrage du Titanic. Graham Phillips déclare savoir où se trouve le bâton aujourd'hui. Aurait-il découvert la vérité? Nous sommes le 1er janvier 2000 à Birmingham, en Angleterre. C'est la deuxième plus grande ville du pays, juste après Londres. Elle regorge de musées et de bibliothèques. C'est ici qu'habite un célèbre auteur de romans historiques, Graham Phillips. En ce premier jour du nouveau millénaire, l'écrivain cherche un nouveau sujet. Sa spécialité, les grands mythes de l'histoire. Il s'est notamment lancé sur la piste de l'Arche d'Alliance et a cherché la ville du roi Arthur, Camelot. Des légendes auxquelles nombre d'historiens n'ont jamais osé s'attaquer. Mais une histoire lui tient à cœur depuis toujours, celle de Moïse. Moïse est le fondateur du judaïsme. C'est lui qui semble être à l'origine de tout. C'est donc sur lui que j'ai décidé d'enquêter. Graham Phillips est plus précisément intrigué par le bâton de Moïse. Il ne lui servait pas simplement de canne pour marcher. C'était une arme capable de dompter la nature et de mettre un empire à genoux. Si l'histoire de Moïse est authentique, Graham Phillips pense que son bâton se cache quelque part. Mais où? Il est plus que jamais décidé à retrouver sa trace. L'écrivain commence ses recherches. Moïse est hébreu. Il naît en Égypte alors que son peuple est déjà esclave des pharaons. Moïse naît dans une période de grande tension en Égypte. Les Hébreux sont de plus en plus nombreux et les autorités égyptiennes craignent qu'ils ne représentent une menace militaire. Le pharaon ordonne de tuer tous les garçons nouveau-nés. Pour sauver son fils, sa mère cache Moïse dans un panier parmi les roseaux, au bord du Nil.
La fille du pharaon aurait trouvé ce bébé dans son panier qui flottait parmi les roseaux et aurait décidé de l'adopter, comme s'il était son propre fils. Moïse a deux visages. Il est non seulement un sémite, un hébreu si vous voulez, mais il est aussi un prince égyptien, introduit à la cour du pharaon. Malgré son enfance princière, Moïse n'oublie jamais ses racines hébraïques. Il commet un acte qui va changer sa vie. Moïse grandit et voit un jour un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Il s'interpose et blesse mortellement l'Égyptien. Craignant pour sa vie, Moïse fuit vers l'est jusqu'au pays de Madian. Il passe les 40 années suivantes caché dans le désert. Alors qu'il est presque un vieil homme, il entend la voix de Dieu. Pendant qu'il erre dans le désert, il aperçoit un buisson en train de brûler mais sans se consumer. Dieu s'adresse à lui sous la forme d'un buisson ardent. Il lui ordonne de jeter son bâton par terre. Comme par enchantement, le bâton se change en serpent. Dieu dit alors à Moïse de prendre le serpent par la queue. Et le serpent se change à nouveau en bâton. Il devient une arme au pouvoir surnaturel. Si l'on en croit ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le bâton de Moïse est l'objet le plus puissant de l'histoire. Dieu demande à Moïse de retourner en Égypte et de conduire les Hébreux jusqu'à la terre promise. Mais Pharaon refuse de libérer ses esclaves. Moïse brandit son bâton et le menace. Moïse est un spécialiste des rituels. Il a recours à tout un tas de tours de magie pour impressionner Pharaon afin qu'il laisse partir les Hébreux. Il change son bâton en serpent. Moïse dit qu'il peut encore faire bien plus avec son bâton. Et il condamne l'Égypte à subir 10 plaies. La mort des poissons et des troupeaux, puis l'invasion des poux, des mouches et des sauterelles. Moïse fait ensuite s'abattre la grêle et les ténèbres. Le royaume est systématiquement persécuté. Ces châtiments sont les prémices du plus terrible de tous, la 10e plaie, la mort des premiers-nés. À cet instant seulement, Pharaon semble brisé. Accablé par le sort, Pharaon finit par s'incliner. L'interminable exode des Hébreux commence. Ils sont enfin libres. Mais Pharaon se ravise et lance son armée à leur trousse. Les Hébreux se retrouvent piégés au bord de la mer Rouge. Cette fois encore, ils sont sauvés par le bâton de Moïse. C'est la démonstration de puissance la plus spectaculaire de l'Ancien Testament. À l'aide de son bâton, Moïse écarte les eaux de la mer Rouge.
Les Hébreux s'échappent. Et l'armée de Pharaon est engloutie par la mer qui se referme. Les anciens esclaves se croient désormais à l'abri du danger. Mais le soleil du désert est brûlant. Ils risquent de mourir de soif. Alors Moïse se sert de son bâton pour faire jaillir l'eau d'un rocher. Moïse et les Hébreux vont ensuite errer dans le désert pendant 40 ans. Enfin, ils gagnent la terre promise. Mais avant d'y pénétrer, Moïse meurt. Et son bâton disparaît avec lui. Pour Graham Phillips, la disparition de cette arme puissante est l'une des plus grandes énigmes de la Bible. Où est donc passé le bâton de Moïse ? L'Ancien Testament ne dit pas ce qui est arrivé à son bâton, mais nous pouvons imaginer qu'il a été enterré avec lui. Ceux qui en avaient les moyens se faisaient enterrer avec leurs objets. Nous en avons retrouvé dans des tombes israélites. Des petites cruches, parfois une dague, des perles, un collier, un scarabée. Graham Phillips sait ce qu'il lui reste à faire. S'il localise la tombe de Moïse, il trouvera sans doute aussi son bâton. J'avais déjà écrit plusieurs livres sur la quête de tombes mystérieuses, alors pourquoi pas celle de Moïse ? J'ai eu envie de tenter ma chance. L'écrivain présume que la tombe de Moïse est sans doute à proximité du lieu de sa mort. Il regarde dans la Bible. Peut-être parviendra-t-il à lire entre les lignes et discerner l'emplacement de la sépulture. Mais la première mention est un coup d'arrêt. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. À peine ses recherches commencées, Graham Phillips se heurte à un mur. Il a du mal à croire que le lieu où Moïse est enterré soit tombé dans l'oubli. Il continue d'étudier l'Ancien Testament, notamment le Deutéronome et les Nombres. Les deux livres contiennent des pistes prometteuses. Il parle notamment de la tombe d'Aaron, le frère de Moïse. À 2 reprises dans la Bible, dans les Nombres et le Deutéronome, il est écrit que Moïse est enterré près de son frère Aaron. Les textes situent la sépulture d'Aaron au pied du mont Hor. Les deux frères ont sans doute été inhumés côte à côte. En toute logique, Moïse devrait se trouver près du mont Hor. L'écrivain sait exactement où se dresse cette montagne. Il doit se rendre en Jordanie.
Graham Phillips atterrit à Amman, la capitale. Puis il prend la direction du sud et s'enfonce dans le désert. Le mont Hor, cité dans la Bible où serait enterré Aaron, est le Djebel Haroun. Il domine le plus célèbre site antique de Jordanie, la ville rose de Pétra. Pétra est l'une des merveilles de l'Antiquité. Des temples et des tombes absolument somptueux sont sculptés dans le grès rouge. C'est un endroit secret, camouflé. Il faut s'enfoncer entre les parois rocheuses pour y accéder. La plupart de ces monuments d'une beauté saisissante ont été construits par les Nabatéens. Ces nomades arabes ont développé Pétra au VIe siècle avant Jésus-Christ, environ 1000 ans après l'époque de Moïse. Graham Phillips prend soudain conscience de l'immensité de sa tâche. Le site archéologique est gigantesque. Il se met en quête d'un détail dans le paysage qui pourrait évoquer Moïse. C'est alors qu'il découvre Wadi Moussa. En arabe, Wadi Moussa signifie la vallée de Moïse. Dans l'histoire arabe, Moïse et les Hébreux sont passés par là. Pétra aurait joué un rôle important au cours des années d'errance entre l'Égypte et la terre promise. Phillips marche peut-être sur les pas de Moïse. Mais d'autres détails permettent-ils de faire le lien entre Pétra et le prophète ? Quelques mètres plus loin se trouve une source sacrée. Son nom est Ain Moussa, la source de Moïse. C'est ici que Moïse aurait frappé un rocher et fait jaillir une source miraculeuse. C'est grâce à lui que les Hébreux ne seraient pas morts de soif en plein désert. L'écrivain est désormais certain qu'il est sur la bonne piste. Mais il n'a encore rien trouvé qui ressemble à une sépulture hébraïque. Il cherche un indice évident, comme une stèle. Et s'il la trouve, comment sera-t-il capable de l'identifier ? Graham Phillips se remémore l'histoire du bâton. Moïse pouvait le changer en serpent à sa guise. C'était même sa marque de fabrique. Il faut peut-être chercher des représentations de serpents. Au pied du mont Hor, Phillips relit le passage du Deutéronome sur l'enterrement de Moïse. Et il remarque un détail qui lui avait échappé. Il est écrit dans le texte « Et l'Éternel l'enterra vis-à-vis de Beth-Péor ». Beth-Péor signifie littéralement la maison, Beth, du serpent. Mais Beth peut aussi vouloir dire lieu. Donc, Beth-Péor signifie aussi le lieu du serpent. Le livre des Nombres révèle une autre information importante. Quand les Hébreux erraient dans le désert, Moïse aurait créé un serpent magique.
Avec l'aide de Dieu, Moïse pouvait contrôler cette créature. Graham Phillips parcourt la vallée en quête d'images de serpents. Là, dans l'ombre du mont Hor, il découvre une structure étonnante. Une immense statue en forme de serpent enroulé. Je me trouvais, cela ne faisait aucun doute pour moi, à l'endroit précis où Moïse avait été enterré. Il est écrit dans la Bible qu'à ce jour, personne ne sait où se trouve son sépulcre. Et voilà que j'étais tout près. Sa tombe était forcément par ici. J'étais aux anges. C'était le plus beau jour de ma vie. Il cherche autour de lui des traces de la sépulture. Il est convaincu que le bâton n'est pas loin. D'étranges cavités entourent la statue du serpent. Mais l'écrivain ne peut ni enquêter, ni creuser. Car Pétra est le trésor national de la Jordanie. Il ne peut courir le risque d'endommager ce site très fragile. Frustré, il est contraint d'abandonner ses recherches. Il sent pourtant que la tombe de Moïse n'a jamais été aussi proche. Mais le bâton légendaire lui glisse entre les doigts. La mort dans l'âme, il rentre en Angleterre. De retour à Birmingham, il décide de poursuivre son enquête à distance. Il doit d'abord subir une première déconvenue. Il découvre avec déception que les recherches qu'il a effectuées jusque-là sont discutables. Sa traduction de Beth Peor, maison du serpent, est loin de faire l'unanimité. Péor apparaît dans la Bible hébraïque, dans les expressions Baal Péor et Beth Péor. Je ne connais aucun mot qui signifierait serpent et ressemblerait de près ou de loin à Péor. Sincèrement, je suis très sceptique. Graham Phillips ne peut pas confirmer formellement ce qu'il avance. Mais que ce soit par hasard ou par déduction, il a découvert certains détails à Pétra qui ont un lien avec Moïse. Puisqu'il ne peut pas creuser sur le terrain, il se met en quête d'indices dans les bibliothèques et musées de Birmingham. Sa ville est une véritable mine d'or, truffée de pièces antiques et d'archives. Peut-être certains explorateurs avant lui ont-ils cherché cette fameuse tombe. Un récit, en particulier, attire son attention. Il décrit une étrange sépulture. Il s'agit du carnet de voyage de deux aventuriers britanniques. Le peintre David Roberts et son ami John Kinnear. Comme en témoignent les tableaux de David Roberts, ils se sont rendus sur le site de Pétra au XIXe siècle. J'ai appris qu'en 1839, ils avaient exhumé plusieurs tombes à Pétra, en Jordanie. Au cours de leur expédition, derrière la statue du serpent, les deux hommes découvrent une sépulture. Mais ils ne lui accordent pas d'importance particulière. Graham Phillips poursuit sa lecture afin de savoir s'ils ont déterré des restes humains.
Mais le récit ne mentionne aucun ossement. Alors que l'écrivain s'apprête à refermer l'ouvrage, une phrase attire son regard. Les deux hommes n'ont pas trouvé de squelette. Mais ce qu'ils ont déterré est bien au-delà des espérances de Phillips. Un bâton en bois noir portant des inscriptions. Cela pouvait tout à fait être le bâton avec lequel Moïse avait séparé les eaux de la mer Rouge. Qu'ont fait les deux explorateurs de leur trouvaille? 3 juillet 2000. Voilà 6 mois que Graham Phillips a commencé son enquête. Grâce au récit de voyage des deux explorateurs britanniques à Petra, il est enfin sur une piste. Il a la ferme intention d'aller au bout de cette enquête passionnante. Il commence à assembler les pièces du puzzle et retrace le parcours du bâton de Petra. John Kinney rapporte le bâton en Angleterre. Mais il ne le garde que peu de temps en sa possession. Le bâton se retrouve entre les mains de John Wilson, un collectionneur d'antiquités. Lui-même le vend ensuite au comte de Devon. L'Anglais le conserve au château de Poderham, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Puis, début 1912, le bâton est à nouveau vendu, cette fois à un certain Stanley May, également collectionneur. D'après le journal intime de la comtesse de Devon, un homme d'affaires américain et ami de la famille appelé Stanley May est venu séjourner au château et a manifesté beaucoup d'intérêt pour un certain nombre de pièces qui appartenaient au comte. L'un des objets qu'il lui a acheté était ce bâton. Si l'hypothèse de Graham Phillips est juste et que le bâton exhumé à Petra est bien celui de Moïse, alors il n'est peut-être plus en Angleterre. Il pourrait se trouver aux États-Unis. L'écrivain entreprend de retrouver la trace de Stanley May. Il découvre que le 10 avril 1912, l'Américain aurait embarqué avec tous ses trésors sur un navire à destination de l'Amérique. Stanley May voyageait avec son frère Richard et sa sœur Lily O'Dale, qui était accompagnée de son fils Jack. Ils ont tous embarqué à Southampton, en direction de New York. Il devait y avoir beaucoup d'allées et venues. L'équipage se préparait à embarquer, des tonnes de bagages étaient chargés et beaucoup de passagers montaient à bord par la passerelle. Les May avaient réservé 3 cabines côte à côte, en première classe, et avaient le billet 34 qui coûtait l'équivalent actuel de 10 000 €. Graham Phillips a remonté la piste du bâton depuis Petra en 1839 jusqu'à Southampton en 1912. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. C'est la première traversée du navire. Ce sera aussi la dernière. Malheureusement pour Stanley May, il a choisi de voyager à bord du Titanic.
Une effroyable possibilité se dresse alors devant lui. Le bâton est peut-être au fond de l'océan. Quand j'ai remonté la piste jusqu'au Titanic, je me suis dit, tous ces efforts, et il est au fond de l'Atlantique. C'était fini. J'étais, comment dire, effondré. Graham Phillips est confronté à une nouvelle énigme. Qu'est-il arrivé à Stanley May et à sa famille? Ont-ils survécu au naufrage? Et si oui, ont-ils pu sauver le bâton des eaux? Sans grand espoir, l'écrivain consulte les registres. Il sait que la probabilité est extrêmement faible. Sur les 2000 personnes à bord du Titanic, 2 tiers sont mortes noyées. Seuls 700 survivants ont été repêchés par le Carpathia. La famille May n'est pas dans la liste des rescapés. Phillips est dans une impasse. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Il consulte la liste des noyés. Il découvre avec étonnement que les May ne se trouvent pas non plus parmi les disparus. Peut-être n'ont-ils jamais embarqué. Ils auraient peut-être mystérieusement échappé au drame glaçant qui s'est joué au beau milieu de l'Atlantique. Comment est-ce possible? Après de nombreuses recherches, l'écrivain apprend que la famille n'était plus à bord du paquebot au moment du naufrage. Par un coup de chance extraordinaire, Stanley May ne se rendait pas à New York, alors que le Titanic, si. Ils étaient tous descendus à Queenstown, car ils voulaient faire du tourisme pendant une semaine sur les routes d'Irlande du Sud. Stanley May a évité de peu une fin tragique, tout comme le bâton qu'il transporte dans ses bagages. Mais s'il n'est pas au fond de l'océan, où se trouve-t-il? La survie de Stanley May est un miracle digne de la Bible. Le bâton n'était pas perdu, il n'était pas au fond de l'Atlantique. Il ne me restait plus qu'à savoir ce que la famille May avait bien pu en faire. Phillips se remet au travail et découvre qu'1 an après le naufrage du Titanic, l'Américain a vendu l'objet à Edward Ayrton, un célèbre archéologue britannique. Mais ce dernier meurt en 1914. Ces objets et antiquités sont alors envoyés à New York. Ils sont offerts au Metropolitan Museum. Le bâton serait-il finalement aux États-Unis? Au fil de ses lectures, Graham Phillips retrouve la trace de certains objets de l'archéologue. L'un d'eux n'a pas traversé l'Atlantique. Il est resté sur le sol anglais. Il s'agit d'un bâton de prêtre.
Lorsqu'il découvre ce qu'il en est advenu, l'écrivain n'en revient pas. Il est au musée de Birmingham. Je me suis mis à courir. J'ai dévalé les escaliers, ouvert la porte, traversé la cour qui séparait la bibliothèque du musée et gravi les marches 4 à 4 jusqu'à la galerie égyptienne. Il était là. C'était le bâton trouvé à côté de la statue du serpent dans les années 1830. Il était là, exposé au public. Si j'avais raison, et que mes recherches étaient exactes, et c'est évidemment ce que je pensais, alors j'avais sous les yeux le bâton biblique que Moïse avait utilisé pour ouvrir la mer Rouge. Surpris n'est pas le mot que j'emploierais. Ahuri est plus proche de la vérité. Le bâton est superbe. Il mesure 135 cm de long sur 2 cm de large. Il est noir et porte des hiéroglyphes blancs. Mais est-ce bien le bâton de Moïse ? Pour le savoir, Graham Phillips doit commencer par traduire les inscriptions. Elles ne sont pas en hébreu, mais en hiéroglyphes égyptiens. Il est soudain assailli par le doute. D'après les inscriptions, le bâton appartenait au serviteur de la fille du pharaon, un certain Thoutmôsis. Il n'est à aucun moment question de Moïse. Simplement de Thoutmôsis, un Égyptien. Cela ne peut pas être le bâton qu'il cherche. J'ai lu les inscriptions sur le bâton et il est parfaitement clair qu'il appartenait à un certain Thoutmôsis qui était le serviteur d'une princesse. C'est un coup terrible. Si c'est vrai, que faisait ce bâton dans une tombe derrière la statue du serpent, à côté de la source de Moïse, dans la vallée de Moïse, dans l'ombre du mont Hor, où le frère du prophète Aaron est enterré? Cela n'a pas de sens. Est-il possible qu'il y ait erreur sur la personne? Moïse et Thoutmôsis, serait-il le même homme? Graham Phillips oriente ses recherches vers la terre natale du prophète, l'Égypte. D'après la Bible, Moïse était hébreu. Pourtant, il portait un nom égyptien très commun, Mossa. Le nom égyptien Mossa signifie être né. Beaucoup de noms intègrent ce suffixe. Amon Mossa, Ra Mossa, etc. Ce qui signifie celui qui est né du dieu Amon ou du dieu Ra. Moïse a une consonance proche d'un nom égyptien comme Thoutmôsis, par exemple. On lui avait sûrement donné un nom égyptien. Aucun autre élément biblique n'indique qu'il était égyptien. Alors Philippe se tourne vers d'autres sources. Jérusalem.
C'est ici que l'histoire de Moïse aurait été écrite il y a plusieurs millénaires. Mais ce récit a aussi été raconté au 1er siècle par un historiographe nommé Flavius Joseph. Dans cette version de l'histoire, Moïse n'est pas seulement un prince, il est aussi le commandant de l'armée de Pharaon. Dans l'histoire égyptienne, Graham Phillips découvre un commandant qui correspond à cette description. Je cherchais un personnage susceptible de correspondre à celui que Flavius Joseph décrit comme un général. J'en ai trouvé un, en 1360 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement un général, il était aussi le serviteur du pharaon. Il s'appelait Thoutmôsis. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais il existe un autre parallèle frappant entre les deux hommes. Il se trouve dans le livre de l'Exode. Moïse a conduit les Hébreux hors d'Égypte, par-delà la mer Rouge et dans le désert du Sinaï. Pour Phillips, l'information capitale est la date de cet exode. Beaucoup d'historiens s'entendent sur la date approximative de 1360 avant Jésus-Christ. L'écrivain découvre que Thoutmôsis aurait lui aussi quitté l'Égypte précisément à la même époque. La preuve se trouve dans une tombe qui aurait été préparée pour l'Égyptien. La tombe de Thoutmôsis, le serviteur du pharaon Akhenaton, Amenhotep IV, a été trouvée par l'archéologue italien Giovanni Belzoni dans la vallée des rois. D'après Graham Phillips, Belzoni aurait remarqué que la tombe ne contenait pas le corps de Thoutmôsis. Mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité. Giovanni Belzoni n'a pas trouvé la tombe du prince Thoutmôsis. Il a laissé un rapport de fouille très précis et on sait exactement quelle sépulture il a découverte. Celle de Thoutmôsis n'en faisait pas partie. Ceux qui affirment que la tombe de Thoutmôsis n'a pas été trouvée ont raison, dans la mesure où sa dépouille n'était pas à l'intérieur. Ce qui a été trouvé, c'est une tombe préparée pour l'accueillir. Pour l'écrivain, cette tombe vide est une preuve. Quand une tombe est préparée pour une personne au statut social très élevé, mais n'est jamais utilisée ni jamais pillée, c'est un signe que la personne en question est tombée en disgrâce et s'est probablement exilée. Thoutmôsis s'est peut-être retourné contre les dieux égyptiens. Il aurait alors supprimé de son nom le préfixe Thout, qui fait référence au dieu lunaire Thoth, pour vénérer le dieu des Hébreux sous le simple nom de Mossa, Moïse. D'après les textes anciens, Thoutmôsis aurait quitté l'Égypte en 1360 avant Jésus-Christ, à la même période que l'Exode. Pour Phillips, cela ne peut pas être une simple coïncidence. Il n'y a pas de preuve formelle que Thoutmôsis a conduit les Hébreux vers la liberté.
Mais il y a des preuves convaincantes que leur fuite d'Égypte s'est produite exactement quand Thoutmôsis a disparu de l'histoire. Pour lui, tout concorde. Les deux hommes ont grandi à la cour du pharaon. Tous deux étaient des chefs militaires. Et tous deux ont disparu d'Égypte au même moment. Ils doivent être le même homme. Quand j'ai compris, j'étais fou de joie. Graham Phillips est convaincu que le bâton exposé au musée de Birmingham est celui de Moïse. Mais peu d'égyptologues partagent cette certitude. Il y avait bien un prince Thoutmôsis qui était officier dans l'armée. Mais c'était un nom très commun sous la 18e dynastie. 4 pharaons portaient ce nom, plusieurs princes, des nobles et beaucoup de roturiers. Il est tout à fait possible de confondre un individu avec un autre, ou même avec plusieurs. Je m'attends à ce que beaucoup d'égyptologues critiquent ma théorie. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'envisager les choses d'un point de vue global. L'écrivain est si convaincu de détenir la vérité qu'il cherche des soutiens dans les milieux académiques. Il commence par contacter les propriétaires actuels du mystérieux bâton, les conservateurs du musée de Birmingham. Mais ceux-ci ne croient pas en son hypothèse. Les conservateurs du musée de Birmingham ne sont pas prêts à soutenir l'idée qu'il s'agit du bâton de Moïse. Soit. Malheureusement, ils n'ont aucune information sur les origines de ce bâton avant 1950. C'est dommage. Le musée reconnaît que l'histoire du bâton est floue. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une réplique datant de l'époque victorienne. David Roberts et John Kinnear ont très bien pu tout inventer. Ils ne sont peut-être jamais allés à Pétra, ni en Égypte, ni dans tous ces pays dont ils ont rapporté des objets. Le seul but de l'écrivain est de prouver la vérité par n'importe quel moyen. Il souhaite que soit effectuée une datation par radiocarbone pour déterminer l'âge du bois. Si l'analyse datait le bâton d'environ 1360 ou 1350 avant Jésus-Christ, je pense que tout le monde serait alors contraint de reconnaître qu'il s'agit très probablement du bâton qui a ouvert la mer Rouge. Mais tant que ces analyses ne seront pas autorisées, de nombreux égyptologues resteront dubitatifs. Les affirmations avancées sur le sujet sont, à mon sens, fondées en grande partie sur une erreur d'interprétation de certains travaux de recherche et sur des preuves, d'après ce que je sais, qui n'existent même pas. C'est de l'affabulation. En revanche, si ce bâton date en effet de l'époque de l'Exode, le musée de Birmingham détient l'une des reliques les plus précieuses au monde. Si je devais répondre à la question « Avez-vous trouvé le bâton de Moïse ?», je répondrais du plus profond de mon cœur « Oui ». Pour Graham Phillips, l'histoire de ce bâton est tout aussi prodigieuse que celle du bâton de Moïse, faiseur de miracles et instrument de la puissance de Dieu.